Bonjour, mesdames et messieurs. Vous connaissez sûrement qu'il y a trois états de la matière. Il y a le gaz. Si vous refroidissez le gaz, il devient liquide. Et si vous refroidissez davantage, ça devient solide. Bon, il y a certains solides que si on refroidit davantage, ça devient un nouvel état de la matière qui s'appelle supraconducteur. Donc, voyons, on va parler des propriétés de l'histoire de la découverte de la supraconduction, l'alliage niobium-titane et ses applications dans la chimie, dans la médecine et dans la physique. Donc, vous voyez ici ce caillou qui est en train de flotter sur des aimants permanents très forts. Et vous voyez une espèce de dégagement gazeuse, c'est en fait de la condensation de l'eau de l'air, parce que le supraconducteur, qui est ce caillou-là, il est refroidi avec de l'azote liquide. Il est à très très basse température. C'est sûrement une céramique. Bon, la supraconductivité est une phase, donc, qui est présentée par certains matériaux, et il y a deux conditions à remplir. La première, c'est une basse température. C'est d'être en dessous de la température critique, qui est le nom que reçoit cette température caractéristique, comme il y a aussi la température d'ébullition ou la température de fusion pour les matériaux. Et aussi que le champ magnétique qui vient de l'extérieur que le champ magnétique soit plus faible qu'un certain champ critique HC, dont je vais parler davantage. Donc, la phase est caractérisée par deux propriétés. La première, c'est celle qui lui donne son nom. C'est une résistance électrique nulle. C'est pour ça que c'est un supraconducteur, parce que c'est un superconducteur. C'est un très très bon conducteur d'électricité. C'est un conducteur parfait, en fait. Et un champ électrique nul à l'intérieur, ce qu'on appelle l'effet Meissner. La résistance électrique nulle, si vous voyez ce graphe ici à gauche, on a la résistance électrique en dépendance de la température du matériau. Et il y a une température, qui est la température critique, en dessous de laquelle la résistance chute à 0. Ou à presque 0, en fait la résistance elle est négligeable. Cette propriété donc est exploitée pour la création d'électroaimants, des électroaimants les plus puissants sur Terre. On va en parler davantage après. C'est caractérisé par l'absence de ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc, le courant dans un conducteur normal, il perd de l'énergie. Si vous envoyez un courant, il n'arrive pas complètement au bout du fil du conducteur. Et par contre, le conducteur se réchauffe. Il y a une perte énergétique de conduction d'électricité qui devient de la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Bon, il y a absence de cet effet dans les supraconducteurs. Comment est-ce qu'on explique cet effet? Bon, une image assez classique, c'est que les électrons se comportent comme un gaz dans les conducteurs. Ils sont délocalisés et ils sont en train de bouger dans tous les sens et de frapper les noyaux. Et quand on impose un potentiel, il y a les électrons qui commencent à couler dans son sens, mais ils sont en train de cogner les noyaux. Et donc il y a réchauffement par friction. Ce qui se passe au sein d'un supraconducteur est que les électrons s'apparient, forment des paires, ce qu'on appelle des paires de Cooper, qui sont expliquées avec la mécanique quantique. Et ils se comportent comme un superfluide. Un superfluide est un fluide qui coule sans friction. Donc, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de réchauffement, il n'y a pas de perte d'énergie, et on dit simplement qu'il y a une absence de l'effet Joule. Ici à gauche, on voit une représentation par un diagramme de Feynman. C'est deux électrons qui interagissent à travers une particule qui s'appelle le phonon. Le deuxième effet, c'est l'effet Meissner. L'effet Meissner, c'est donc une absence de champ magnétique à l'intérieur du supraconducteur.
comment ça se fait? Bon, il y a des matériaux qui s'appellent matériaux diamagnétiques que lorsqu'un champ magnétique se trouve, lorsque ce matériau rencontre un champ magnétique, le matériau se comporte de telle façon à créer un champ magnétique de sens opposé au champ magnétique qui lui est imposé. Un supraconducteur est un diamagnétique parfait. Donc il va créer un champ magnétique dans le même sens et de même intensité. Et donc le champ magnétique va être nul à l'intérieur. Comment est-ce qu'on crée ces champs magnétiques? Bon, avec de l'induction, il y a des charges en mouvement qui créent un champ magnétique et ces charges se trouvent à la surface. Donc ici, on voit dans l'image, on voit les lignes de champ magnétique qui évitent le supraconducteur. Il y a en fait deux types de supraconducteurs. Le supraconducteur de type 1, comme celui-ci, où aucune ligne de champ ne rentre dans le supraconducteur. Et on a des supraconducteurs de type 2 où il y a certaines lignes qui traversent. Et donc, on voit l'effet Meissner localement. Mais il y a des endroits au sein du supraconducteur de type 2 où il y a un champ magnétique non nul. Monsieur à gauche, il s'appelle Heike Holmes. C'est lui qui a découvert en 1911 la supraconductivité. Il faisait des expériences avec du mercure refroidi avec de l'hélium liquide et il s'est rendu compte que la résistance chutait à 0 pour le mercure refroidi avec de l'hélium liquide. Et il a écrit dans son cahier qu'il venait de faire une découverte très importante. Donc lui, il-même s'est rendu compte de l'impact de sa découverte. Et effectivement, il a eu le prix Nobel en 1913. En 1950, Borden, Cooper et Schrieffer formulent la théorie BCS, comme leur initiale. Et ça leur vaut le prix Nobel de 1972. Avec cette théorie, on a les paires de Cooper qui expliquent donc la supraconductivité. Et en 1955, on crée les premiers aimants avec des bobines de supraconducteurs à Cornell University aux États-Unis. Et on a utilisé du niobium dont la température critique est de 9,7 Kelvin. Après, deux chercheurs de IBM, Georg et Alex, découvrent la supraconductivité dans un matériau qui était un semi-conducteur. Donc c'est le premier pas conducteur qu'on découvre qui peut devenir un supraconducteur. Et la température critique était de 35 Kelvin, ce qui était environ 10 Kelvin au-dessus de la température critique maximale découverte jusqu'à maintenant. Et ça leur vaut le prix Nobel le plus vite donné dans l'histoire des prix Nobel. Ils reçoivent le prix Nobel l'année d'après. Leur découverte est révolutionnaire parce que ça ouvre une nouvelle branche de recherche qui entraîne la création du premier supraconducteur à la température critique au-dessus de la température de fusion de l'azote. C'est la céramique yttrium, barium, copper oxide qui cette découverte rend l'utilisation du supraconducteur beaucoup moins chère parce que l'azote liquide est beaucoup moins cher que l'hélium liquide. Bon, l'alliage niobium-titane et pas le niobium tout seul comme on a vu que c'était le premier supraaimant. C'est l'alliage supraconducteur le plus utilisé. C'est le supraconducteur le plus utilisé au monde pour créer des bobines, pour créer des supraaimants. Donc à pression atmosphérique, l'alliage 1,1 de niobium-titane a une température critique similaire à celle du niobium et il supporte des champs magnétiques de jusqu'à 15,2 Tesla. On utilise les bobines de niobium-titane
pour créer des champs magnétiques de jusqu'à 10 Tesla, 11 Tesla environ. Et pour des champs plus forts, on utilise de niobium éteint, qui est plus cher, mais qui supporte jusqu'à 30 Tesla. Mais bon. Ici à gauche, on voit comment c'est fabriqué. C'est des petits fils de niobium titane qui sont incrustés dans un fil plus grand de cuivre. On utilise du cuivre ou de l'aluminium normalement. Bon, donc c'est quoi l'idée? Comment on fait ces supraaimants? On sait que un fil conducteur enroulé avec un courant électrique qui passe à travers lui est équivalent à un aimant. C'est ce qu'on appelle l'induction. Mais le problème, c'est que si je veux faire passer un courant très puissant, il y a le câble qui va se réchauffer par effet Joule et le câble va fondre. Donc, si j'ai un câble supraconducteur, l'effet Joule est absent, le câble ne va pas se réchauffer et je vais pouvoir utiliser des très très puissants je vais pouvoir conduire beaucoup d'électricité sans que mon câble fonde. Et l'effet supraconducteur est juste perdu quand je vais atteindre ce champ magnétique critique. Oui, donc la puissance maximale de l'aimant que je crée est donnée par la nature du matériau que j'utilise pour faire ma bobine. Donc, on utilise ces supraaimants pour la RMN, résonance magnétique nucléaire. Et voyons comment ça fonctionne. Donc, ici à gauche, vous avez des ballons de basket. Plus haut est le ballon, plus de bruit il fait quand il tombe. On est d'accord? Donc, un ballon qui tombe de très haut, il est plus facile à détecter parce que ça fait beaucoup de bruit. Bon. Les noyaux des atomes, ils ont une propriété qui s'appelle spin, que je ne vais pas essayer de décrire parce que c'est de la mécanique quantique un peu compliqué pour ces minutes que j'ai de présentation. Mais les noyaux présentent une énergie. Et quand une énergie de spin. Quand j'impose un champ magnétique, l'énergie, les deux niveaux d'énergie, spin up et spin vers le bas, vont se séparer. Et plus mon champ magnétique est fort, plus va être la dégénérescence des niveaux d'énergie et plus je vais pouvoir faire mes expériences que je vais expliquer ensuite pour détecter ces noyaux. Donc, on a cette même image qu'ici en haut. Comment ça marche? On a des noyaux qui ont leur spin dans tous les sens. Quand on impose un champ magnétique, il y a des spins qui s'alignent vers le haut ou des spins qui s'alignent vers le bas. Donc suivant le champ ou contre le champ, selon les lois statistiques de Boltzmann. Après, j'envoie une fréquence radio. Il y a des spins qui vont sauter vers l'autre niveau, et quand je vais enlever la pulsation radio, il va y avoir une désexcitation que je vais pouvoir détecter. Et voilà, il y a des algorithmes qui me donnent finalement de l'information que je vais pouvoir interpréter. Ça, c'est une image en Walter, par exemple, qui a été faite avec un RMN de 15 Tesla. Donc, probablement, le matériau supraconducteur utilisé était de niobium éteint. En médecine, on l'utilise pour la différenciation de tissus et leur localisation macroscopique. Donc, on regarde comment ça brille et on sait où c'est dans l'espace, relative à la personne, bien sûr. En chimie, par contre, on a aussi une localisation, mais ce n'est pas une localisation macroscopique
comme ici, où je peux dire, OK, relative au nez, j'ai le cerveau ici. Mais ça me donne relative entre eux dans les molécules où se trouvent, par exemple, les hydrogènes et c'est quoi l'environnement qui les entoure. Donc, ça me donne une information, c'est cette information en bas, c'est des pics, qu'après je peux interpréter pour créer une image de la géométrie de la molécule. Et ici, on voit les remèdes de la nicotine. En physique, on utilise les supraconducteurs pour, par exemple, dans le LHC à Genève, en Suisse, pour l'accélération de particules. Et on voit que l'hélium, ici on a de l'hélium à 50 Kelvin, on a une autre partie où l'hélium est à 4,5 Kelvin à 3 bars. Et finalement, les supraconducteurs qu'on utilise sont refroidis à 1,9 Kelvin. Donc, pour la chimie et pour la médecine, c'est la même technologie, c'est la RMN. Et la RMN, voilà comment ça marche. On a notre appareil. C'est ici où on met l'échantillon. L'échantillon est entouré de cette bobine supraconductrice. La bobine supraconductrice baigne dans de l'hélium liquide. L'hélium liquide est protégé par une barrière qui elle-même nage. Bon, elle baigne dans de l'azote liquide et après le tout est calorifugé, c'est ce qu'on appelle un cryostat. Bon, finalement, cette technologie, ça représente 5 milliards d'euros. C'est l'industrie mondiale qui dépend directement de la supraconductivité. Ça représente 5 milliards d'euros, au moins en 2014. 80% de cette industrie dépend directement de la technologie RMN et la plupart des machines à RMN utilisent le niobium titane. Bon, nos sources sont celles-ci et ces autres-là et je vous remercie de votre attention.